3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Arnaud Morel est à nos côtés ce soir, le directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, ravi de vous retrouver, ravi d'accueillir également Alexandre Baradez à nos côtés. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Chef analyste chez IG. Et Benoît Pelloual nous accompagne également ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Vous êtes désormais directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bon, ça reste la maison Natixis. Félicitations pour ce nouveau poste au sein de l'univers Natixis. Benoît, les chiffres de l'emploi, évidemment, comme chaque premier vendredi du mois. Alors, des chiffres importants, évidemment. Je sais que l'emploi est souvent perçu comme étant un indicateur un peu retardé, que l'économie américaine a pu continuer de créer des emplois en 2007-2008, quand bien même... techniquement, l'économie était déjà en train de s'affaiblir. Néanmoins, 336 000 créations d'emplois, si on regarde juste le chiffre brut des non-farm payrolls, c'est le plus gros chiffre depuis janvier maintenant. Ouais, c'est un chiffre marquant qui va justement relancer les espoirs et la possibilité de réaliser le soft landing, parce qu'en parallèle, on a les chiffres notamment des salaires, où il n'y a pas spécialement d'accélération des salaires, même au contraire, ça se modère encore un tout petit peu. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu le chiffre à court terme que adore voir la Banque centrale américaine. Maintenant, il faut quand même relativiser. Il y a eu aussi l'enquête ADP qui donne un message qui est quand même très très différent. On évoque régulièrement les ajustements statistiques. Il y en a eu dans tout l'appareil statistique américain qui pose parfois quand même question. Le chiffre du mois précédent est quand même sérieusement révisé. Ouais. Les 2 mois précédents, c'est plus 120 000 quasiment. C'est ça. Donc, moi, ce qui me semble important, c'est encore une fois de regarder sur les chiffres de l'emploi. C'est souvent des indicateurs très retardés. Il y a aussi beaucoup de bruit entre les chiffres d'un mois sur l'autre. Quand on regarde en tendance, il n'y a rien de spécialement surprenant à ce qui vient de se dérouler. Quand on évoque le séquencement de ce qui se passe historiquement, on a d'abord les demandes d'allocation chômage qui touchent leur point bas. Ça se poursuit pendant quelques mois, on a une tendance où ça remonte justement, et c'est ensuite seulement où on a le taux de chômage qui lui touche son point bas. C'est généralement autour de 7-8 mois plus tard que le taux de chômage touche son point bas. Et décolle. Et c'est exactement ce qui vient de se produire en réalité. Les jobless claims avaient atteint leur point bas en septembre l'année dernière. C'est, je crois, en avril où le taux de chômage touche son plus bas. Depuis, ça remonte un petit peu. Et ce qui est assez notable, c'est que généralement, c'est 2-3 mois plus tard où les marchés actions touchent leur point haut, justement. Et c'est quasiment au mois près ce qu'on vient de vivre sur les 6 derniers mois, sur les 7-8 derniers mois. Donc, je pense qu'il n'y a rien. Faut pas non plus faire d'un seul chiffre, avec autant de révisions, une vraie tendance. Il faut essayer de prendre un peu de recul et de regarder vraiment ce qui se passe. Je pense que l'histoire n'est pas complètement changée pour les marchés de l'emploi aux États-Unis. C'est qu'il y a un début timide de normalisation du marché du travail américain. Ça prend du temps et ça, il y a plein de raisons qui l'évoquent. Et il y en a une notamment qui me semble assez importante et qu'on n'évoque peut-être pas assez souvent. C'est qu'on a un marché de l'emploi tendu aussi, en partie en trompe-l'œil, parce qu'on a une productivité qui est faible. Et ça, la plupart des pays développés sont confrontés à cela. En France, on a un taux de chômage qui est quasiment plus bas depuis le début des années 80. Mais en réalité, c'est simplement parce qu'on est tous beaucoup moins productifs. En réalité, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et donc, on a besoin d'employer plus de monde. Donc ça nourrit justement d'un point de vue conjoncturel de l'inflation. Et aux États-Unis, il y a une partie qui s'explique par ça. Ce qui est intéressant et ce qui plaide pour une poursuite malgré tout de la normalisation du marché du travail, c'est que la productivité est en train de se retourner. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis... Q2, on a vu des chiffres assez forts. C'est assez notable. C'est-à-dire que les entreprises américaines, enfin, sont en train de se dire, justement, j'ai pas fait trop attention à ma productivité, j'ai eu tendance à essayer de retenir mes salariés parce que j'ai quand même eu du mal. Un peu moins embaucher et essayer d'augmenter, d'intensifier la productivité de la force de travail que Exactement, et aussi probablement parce qu'on est en train de voir que l'économie va aussi à un moment atterrir. On va voir quelle sera la forme d'atterrissage, mais qu'effectivement, il va falloir protéger maintenant la marge. On a eu très facilement tendance à faire passer les hausses de coûts dans les prix, c'était assez facile, ça va devenir un peu plus compliqué, et donc il faut faire un peu plus d'efforts de productivité. Donc je pense que ça ne remet pas en cause la tendance, mais c'est vrai que sur le court terme, c'est un chiffre qui devrait plutôt plaire. Oui, ça crée du bruit, on l'a vu sur les réactions de marché. Alors les taux sont un peu revenus depuis, mais on voit tout de suite des mouvements assez épidermiques autour de ce chiffre de création d'emplois. On aura le CPI américain la semaine prochaine, mais à ce stade, c'est un rapport sur l'emploi qui peut permettre à la Fed de maintenir un statu quo encore le 1er novembre prochain, selon vous, Benoît ? Oui, mais ne pas non plus en rajouter sur le côté restrictif. Effectivement, c'est tout à fait possible. En fait, ça ne change pas grand-chose en réalité, et de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, vu des marchés qui sont un peu sous pression, un peu nerveux depuis quelques temps. Bon, Alexandre ?
Mais c'est vrai que on a une semaine qui a été assez contrastée finalement, parce que si on regarde le marché des matières premières, lui, il envoie un signal plutôt de défiance économique. Parce que non seulement il y a justement du pétrole, mais qui était plutôt sur un excès, on a décrit ça, très ponctuel par rapport aux autres matières premières. Il y a que le pétrole gros qui avait décollé, alors que le reste était plutôt flat depuis 6 mois. Et là, on a le pétrole qui rechute ce niveau initiaux, mais le reste qui suit aussi, le cuivre, les métaux industriels ou autres. Et ça, c'est un peu paradoxal, parce qu'on a vu une Chine plutôt s'améliorer au niveau du PMI, mais les matières premières qui prennent un coup de baisse assez sensible. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a eu des indicateurs cette semaine. Alors, l'ISM Service était en ligne avec le mois précédent, mais quand on creuse à l'intérieur, on se rend compte que la partie nouvelle commande a sèchement décroché, 57 et quelques, on arrive à 51. Donc, on se dit que d'un côté, le marché repère des signaux qui peuvent être des signaux, effectivement, un peu de crainte, d'un ralentissement, plutôt côté US cette fois-ci. Et parallèlement à ça, effectivement, les signaux, alors est-ce que c'est lag ou pas, peut-être un petit peu sur l'emploi, qui là sont assez surprenants. Et c'est vrai qu'on a eu ce rebond sur les Jolts en début de semaine qui a été assez marquant. Mais c'est vrai que pour autant, la Fed est quand même toujours un peu dans son plan de vol pour l'instant, parce que l'idée, la Fed, c'est pas de ramener un taux de chômage énorme ou de dégrader l'économie. Il y a une poche d'emplois vacants qui reste encore assez conséquente. En gros, pré-Covid, il y avait 7 millions d'emplois vacants, enfin de postes ouverts, toutes catégories confondues, 7 millions. On est monté à des 12 millions et quelques. On retombe en dents de scie, comme ça, un peu sous neuf, on remonte un peu au-dessus de neuf, mais le momentum est quand même là. Donc cette poche, on va continuer à se vider, sans du coup faire remonter le taux de chômage probablement. Les créations d'emplois peuvent continuer un petit peu. Et c'est vrai que ce que disait Benoît, c'est la question des salaires. Ça, c'est intéressant, c'est que les salaires ne repartent pas. On est même sur un plus bas en termes de progression depuis 2 ans maintenant. Ça veut dire qu'il y a un peu moins de pouvoir de négociation du côté des salariés aujourd'hui, oui, ça ressemble un peu à ça, parce que même si on regarde des rapports type Challenger, par exemple, sur les licenciements, on voit que depuis 2 mois, le mois dernier, c'est un peu plus fort. Là, c'est 45 000, c'est un peu moins, mais on a quand même décollé du bottom. C'est-à-dire que ça recommence à virer un peu côté US. Donc, les pièces, ça semble quand même plutôt bien pour un ralentissement, peut-être un peu de récession, mais on est quand même pour l'instant toujours plutôt sur un scénario de soft landing à ce stade. Il y a quelques données sur les consommateurs qu'on a regardé aussi, ou dans les enquêtes sur les consommateurs, les estimations d'inflation n'ont pas trop bougé, mais la confiance, les anticipations des consommateurs à 6 mois notamment, là aussi sont pas mal dégradées. Donc, on a l'impression vers ce ralentissement. Là, vous voyez, après le rapport sur l'emploi, les taux courts, par exemple, on était en gros à 5,05 sur le 2 ans court, taux moyen, 5,05, on est monté à 5,14, et là où on se parle, on est à 5,07. C'est revenu, ouais. Voilà, c'est revenu. Donc, on a l'impression que si la courbe doit se repentifier ce qui va être le cas très probablement, ça va plutôt se faire par des stats US et peut-être matières premières un peu moins bonnes, donc la pente va se faire et les taux longs vont se stabiliser à un moment donné et on aura cette repentification qui va se faire. Donc après le mouvement de repentification par les taux longs, on peut voir aussi à un moment peut-être la partie courte de la courbe s'abaisser un petit peu. Voilà, et sur des bad data, mais qui du coup alimenterait l'idée que la Fed, à un moment donné, dans quelques mois, va commencer à non pas pivoter physiquement, mais à pivoter en termes de rhétorique un petit peu probablement. Comment on s'y retrouve dans tout ça, Arnaud? Parce que c'est vrai, non, mais la lecture macro, ça fait un moment d'ailleurs qu'on peut lire un peu ce qu'on veut. Ceux qui sont persuadés que la récession arrive et que ça va être le hard landing, ils trouvent toujours des éléments pour nous dire que ça arrivera, même si c'est reporté. Et ceux qui pensent au soft landing, voire au no landing, peuvent encore trouver dans des chiffres comme celui-là, effectivement, de quoi imaginer que peut-être une croissance sous le potentiel, mais sans plus pour les États-Unis l'an prochain. Une croissance sous le potentiel, mais une croissance quand même. Bah oui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment le scénario, on va dire, de no landing qui est quand même favorable, clairement, qui est pricé aujourd'hui, en tout cas sur le marché obligataire. On le voit quand même, la résilience des marchés actions. On le voit encore cet après-midi sur les chiffres du NFP, où on a des taux quand même qui se calment un peu, un Nasdaq qui repasse dans le vert après avoir un drawdown important. Donc quand même, il y a une satisfaction, il y a un scénario qui se matérialise, en tout cas de no landing. En tout cas, c'est ce qu'achète le marché aujourd'hui. On va être dépendant des macros, enfin des indicateurs macroéconomiques, notamment le CPI la semaine prochaine, et ça pourrait être salvateur pour peut-être avoir un bottom, en tout cas sur la partie longue américaine, et un aplatissement de la courbe des taux. C'est aussi quelque chose d'intéressant pour les actifs risqués, notamment pour avoir un peu d'air, on va dire, sur cette fin de cycle. Donc des choses intéressantes et constructives. Et en plus, sur les marchés actions, on a des opportunités qui arrivent, qui sont naissantes. Donc ça, c'est les points importants. Et sur la partie longue, là, comment vous expliquez que le mouvement semble ne pas s'interrompre? Alors, il y a des petites pauses, des accalmies de quelques heures, mais c'est vrai que ce qui est impressionnant quand même, c'est le côté un peu bulldozer du truc, quoi. Sur 10 ans, 30 ans, ça s'arrête pas, quoi. Il y a vraiment, depuis quelques semaines, ça a commencé cet été, mais c'est vrai que l'intensification du phénomène de la correction sur les parties longues
longue obligataire ces dernières semaines soulève quand même des interrogations. Tout à l'heure, sur les chiffres NFP, justement, on a les taux, on a le 2,30 qui est repassé flat, point important, on est repassé à 15 BP entre le 2,10, donc plein de choses qui sont intéressantes. Sur la partie longue, pourquoi on a une poussée on n'est plus qu'à 15 BP d'écart entre le 2 ans et le 10 ans. On était à moins 100. On est allé à plus de moins 100 sur l'inversion de la courbe des taux, 2 ans, 10 ans aux États-Unis. Et pour nous, le mouvement principal, ça vient du mouvement, on va dire, de l'intervention de la Banque centrale du Japon le 28 juillet, où à partir du moment où ils disent, ils avaient déjà remonté leur fourchette d'intervention sur la partie longue à 0,50, ils ont dit on peut aller jusqu'au 1%. On a vu quand même les mouvements, et c'est un des catalyseurs à la hausse aujourd'hui. En tout cas, les deuxièmes points aussi, c'est... Ce qui se passe au Japon se répercute sur l'ensemble des marchés obligataires mondiaux. Les plus gros détenteurs aujourd'hui de dette américaine. Donc des choses importantes. On l'a encore vu il y a 2-3 jours quand l'yen fait 150. Ah oui, stoppé tout de suite. Oui. Voilà, il y a des rachats. De l'autre côté, on peut avoir des ventes aussi sur la partie bons du Trésor américain. Les Chinois, on le voit, achètent beaucoup moins depuis 2 ans quand même la dette américaine. Donc c'est peut-être aussi en raison du conflit et des tensions sino-américaines. Mais voilà, donc il y a vraiment une position sur les flux. Et n'oublions pas un point important, c'est que sur le dernier trimestre de l'année, on a quand même des échéances importantes de bons du Trésor. Ça représente pratiquement 1% des bons du Trésor en circulation. Donc c'est quand même une offre énorme. pléthorique. Et même si on peut ajouter une dégradation de la notation pour Moody's, c'est la moins bonne des agences, mais il y a plein d'éléments aujourd'hui, notamment les flux, aussi la conjoncture avec un atterrissage de l'économie, en tout cas qui est pricé en no landing aujourd'hui, et après les mouvements de la BOJ qui sont quand même importants. Sur le mouvement de la courbe aux États-Unis, c'est normal de voir. Donc, bear steepening, c'est une correction par la partie longue. C'est les taux longs qui montent quand les taux courts aujourd'hui bougent assez peu. Le 2 ans reste stable, effectivement, un peu au-dessus de 5%. L'autre mouvement qu'on aurait pu avoir, c'est ce qu'on appelle le bull steepening. C'est-à-dire, c'est une pentification de la courbe, mais avec un rallye obligataire sur la partie courte, notamment de la courbe, dans l'idée que la Fed baisserait ses taux, ce que le marché ne cherche plus à jouer aujourd'hui, visiblement. Non, beaucoup moins, mais c'est un peu ça la différence, c'est que c'est un peu l'histoire différente par rapport à l'année dernière. C'est que là, maintenant, c'est plutôt la partie longue de la courbe qui fait le mouvement. Déjà, une repentification après une inversion aussi notable de la courbe des taux, c'est pas bon signe. Il faut bien garder en tête que quasiment toutes les récessions depuis les années 60 ont vu le même mouvement précéder le basculement en récession. C'est généralement le compte à rebours avant le vrai basculement en récession. En moyenne, encore une fois, c'est toujours des données historiques, mais ça se repentifie d'à peu près 100 points de base et ça dure entre 8 et 10 mois, cette repentification. Là, on a fait plus de 60 points de base et ça fait 4 mois que ça se repentifie. La grosse différence, c'est ça, c'est que ça se repentifie avec des taux qui sont globalement plus élevés. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la moins pire des configurations, en réalité, puisque quand c'est l'inverse, avec des taux qui ont tendance à baisser, c'est qu'on anticipe vraiment quelque chose pas bon qui arrive sur le cycle économique, et ça a coïncidé par exemple avec des crises importantes, comme c'est ce qui avait précédé la bulle TMT, ce qui avait précédé 2008. C'est-à-dire qu'on redoute en réalité, même si scientifiquement ça se discute, mais on redoute probablement un enchaînement très négatif sur la dette, des défauts, du risque systémique, et donc au final, cette menace de croissance pendant longtemps assez faible, parce qu'on doit se désendetter, etc. Là, ça ressemble plus à quelque chose qu'on voit dans une récession habituelle, c'est-à-dire, et nous on prend souvent comme référence cette période-là, la fin des années 80 et début 90, où on a effectivement ce bear steepening, donc cette pontification à la hausse, qui probablement précède le freinage de l'économie. Maintenant, si on revient sur le mouvement des taux longs, c'est vrai que l'analyse est de dire que ça intègre maintenant plus que l'insuffisance de remontée des taux de la Fed, c'est probablement le fait qu'on va les maintenir longtemps plus élevés, que ça se matérialise dans la partie longue. Ça, c'est probablement un volet du questionnement lié au taux long aux États-Unis. Si on regarde juste le pricing, aujourd'hui, d'après les fondamentaux, on n'arrive pas à justifier le niveau du 10 ans américain. Moi, quand on fait l'exercice, on a un taux fondamental qui est plus de 100 points de base en dessous du taux actuel. D'accord. Pour le justifier, il faudrait un dérapage inflationniste en réalité. Il ne faut pas juste une persistance de l'inflation, il faudrait que l'inflation remonte de 2 points. Et il faudrait que la Banque centrale relève ses taux de, non pas une fois, mais 2 fois. D'accord. Pour justifier à peu près le niveau actuel. Je comprends. C'est pas complètement improbable. Vu l'état actuel, c'est pas non plus, sachant que le pétrole est en train en plus de corriger, c'est pas ce qui se profile immédiatement. C'est pas ce qu'anticipe le marché. Les anticipations d'inflation de marché ne bougent pas aujourd'hui. C'est pour ça que nous on pense qu'il y a une autre dimension du questionnement des marchés qui est reflétée dans les taux longs plus élevés, c'est cette absence de consolidation budgétaire dans l'ensemble des pays développés. Aux États-Unis, on va avoir un déficit plus important que l'année dernière, d'après le Congressional Budget Office, avec une trajectoire qui est pas bonne pour les années à venir. On a eu le budget français, le budget italien, etc. Et c'est pas tant uniquement
ça fait longtemps qu'on dépense beaucoup, mais c'est que ça arrive au mauvais moment. C'est-à-dire qu'on va devoir émettre beaucoup de dettes, alors que les principaux acheteurs de la décennie ont disparu, c'était les banques centrales. Et elles réduisent la taille de leur bilan, c'est-à-dire qu'elles revendent du papier. Donc il y a un vrai problème justement d'offre et de demande probablement sur le marché obligataire. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est un peu plus inquiétant. On ne mesure pas justement le phénomène, les conséquences de la réduction de la taille du bilan des banques centrales. On va probablement le découvrir avec la séquence actuelle, mais on ne mesure pas toutes ces conséquences sur le fonctionnement du marché obligataire. Et quand on est acheteur non contraint, aujourd'hui, on n'est pas intéressé par voir du 10 ans américain à près de 5%. Enfin, si, c'est quand même, malgré le déficit américain, il reste, comme le disait un intervenant cette semaine, les États-Unis restent quand même au sommet de la pyramide financière mondiale, quoi. Évidemment. S'il y a une dette qui doit être sûre, c'est quand même la dette américaine. Et on a une vision qui est relativement prudente en plus sur le cycle économique. On pense que l'économie va freiner avec un probable passage en récession. Donc effectivement, c'est tentant de voir ces niveaux sur les taux. Maintenant, encore une fois, les risques, c'est que effectivement, cette récession soit plus grave que prévu, parce qu'il y a le risque de perdre le contrôle pour les banques centrales, c'est-à-dire que le resserrement se fasse par la partie longue de la courbe et un emballement à la hausse des taux. Et donc, au final, on resserre finalement les conditions financières beaucoup plus que ce qu'on souhaite, et donc c'est accepter une récession plus grave plus tard. Mais il y a aussi une dimension plus compliquée, qui est le risque d'un événement de crédit. Ce qui nous pose problème, c'est la vitesse, notamment de ce mouvement, avec une telle vitesse. Il faut bien avoir en tête que les marchés obligataires, ils ont baissé du fait de la hausse des taux autant que les marchés actions en 2008, si on prend 50% de baisse, c'est ça. Forcément, à un 46. Moment ou à un autre, quelqu'un risque d'avoir mal quelque part, quoi. Le problème, c'est de savoir qui et quand. Mais c'est ça qui nous inquiète, c'est qu'on peut avoir ce type d'événement. En fait, on est en train de tester ce qu'on appelle le risque d'irréversibilité des politiques monétaires ultra accommodantes. On est en plein dedans, justement. Est-ce qu'on peut en sortir après 15 ans de QI? C'est ce qu'on est en train de tester. C'était QI Infinity, je me souviens, QI Forever. Exactement, QI et en fait, on doit en sortir et on essaye. On a tous vécu là-dedans pendant des années. Le risque pour la stabilité financière, je me souviens plus, alors à combien était le taux directeur de la Fed au mois de mars, mais ils étaient peut-être 100 points de base plus bas, grosso modo, au moment de l'événement SVB. Bref, on est 100 points de base plus haut sur les taux directeurs, les taux longs sont quasiment à 5%, donc on est quand même sur des équilibres bien supérieurs à ce qu'on connaissait en mars quand SVB a craqué, et j'ai l'impression que c'est un risque. Alors je sais pas, le marché y pense, mais on n'a pas l'impression que ce risque est aujourd'hui dans le marché là. Non, moi j'aime bien le comparatif. J'ai fait une analyse récente là-dessus sur l'épisode en gros post-choc obligataire de 87. Finalement, la période qu'on traverse actuelle peut ressembler un peu à ça. Finalement, vous regardez le choc à l'époque, donc 87, énorme mouvement. Ensuite, on a donc d'abord aplatissement, inversion et repentification. Si vous prenez la partie post-87, donc en gros de 88 jusqu'à 92, c'est une période qui englobe toute cette partie inversion et repentification. Vous avez une phase de récession de 8 mois correspondant à la guerre du Golfe, moins 1,5 sur le PIB américain quand même, donc c'est quand même quelque chose. Mais le SP500, à partir du moment où ça commence à se repentifier, il a pris entre le début et la fin de la repentification 40%. Parce qu'il a aussi beaucoup baissé en 87. Mais on peut aussi dire, mais ce qui s'est passé l'année dernière, c'est ça, c'était un crack obligataire beaucoup moins rapide que 87, mais c'était quand même ce qu'on appelle ça un crack, mais en tout cas, c'était un choc obligataire malgré une descente aux enfers. Exactement. Oui. Et donc, ça peut ressembler à ça. Le gros du stress obligataire, on l'a vécu l'année dernière, et finalement, on va repentifier, mais moi, je ne crois pas effectivement au scénario de bulle Internet ou supra. Je pense qu'on a quelque chose qui peut plutôt ressembler à la période des années 90, quelque chose qui peut consolider, en fait, le SP500. Moi, j'ai vraiment l'impression que le top, on l'aura évidemment, mais que le point bas, je pense, ça peut constituer une zone de range, en fait, très large, comme ça, que l'on va varier pendant pas mal de temps, avant de sortir par le haut. Mais l'histoire d'une vague ABC où on aurait A, B, et puis un C beaucoup plus profond, là, il faut effectivement un dérapage complet, c'est-à-dire une récession, les banques centrales qui ne réagissent pas. Il faut quand même rappeler que ce qu'on a là, c'est un réajustement des périodes post-Covid, en fait. Si c'est pour remettre tout le monde en récession, alors qu'on avait fait ça pour en sortir ou éviter la phase de récession, ça servit à rien en fait. On peut pas, les banques centrales ne peuvent pas durcir au point de ramener l'économie en récession profonde, alors qu'on en sort à peine et que ça coûterait à nouveau extrêmement cher de ressortir l'économie d'une récession. Donc, mieux vaut réussir le soft landing, et c'est pour ça qu'on a discuté de ça l'autre jour. Il y a presque une obligation de réussir le soft landing. Oui, comme vous dites, elles sont condamnées à réussir le soft landing. Oui, mais sur le risque pour la stabilité financière, c'est pas forcément un risque qu'elle maîtrise parfaitement bien. Enfin, SVB, 6 mois avant, même la Banque centrale de San Francisco disait tout va bien chez moi, pas de problème. Et puis boum, ça pète. Ah oui, on avait mal surveillé. Voilà.
Mais la réaction est différente maintenant. On réagit très très vite. Évidemment. Et je pense que c'est un point fondamental, c'est que la question se pose pas. C'est que dès lors, et c'est ce qui fait pour moi. Donc l'épisode SVB finalement a été une réassurance pour tout le monde. Les fonds anglais, en fait, et aussi en Europe, ce qui s'est passé. Et c'est ce qui permet d'avoir aussi des taux longs à ces niveaux-là aujourd'hui. C'est-à-dire que le marché short duration se dit finalement s'il y a un problème. En tout cas, c'est ce qui fait, à notre sens, la différence entre probablement un passage en récession normale et les crises très graves qu'on a vécues ces dernières décennies. Arnaud, comment est-ce qu'on explique alors oui, la résilience des indices actions. Alors, ça baisse un peu. Les actifs risqués sont sous pression. C'est ce qu'on dit tous les jours, quasiment. On connaît la mécanique, le niveau des taux, impacte les valorisations des marchés actions. Mais là, voilà, on va finir en hausse, finalement, quasiment peut-être de 1% ce soir en Europe. Écoutez, en fait, ça bouge quand même pas mal dans le marché. Ouais. Voilà, on est en bas des ranges, ce que disait Alexandre. Mais ça bouge énormément dans les secteurs. Enfin, vous avez un grand gagnant de l'été, c'est les banques. Vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, encore. Mais qui a beaucoup de volatilité dans les portefeuilles quand même. On le voit sur les premiers jours du mois d'octobre. Par contre, vous avez beaucoup de valeurs industrielles qui se sont faites attaquer. Vous avez les valeurs longue en duration, notamment les utilities, et à travers aussi, parce que vous avez un biais énergie renouvelable qu'on peut développer, mais voilà, qui sont attaqués assez fortement en bourse. Et vous avez toute la partie staples qui est fortement attaquée, que ce soit aux États-Unis, en zone économique européenne. Donc ça bouge énormément en termes de sectoriel. Et on en parlait tout à l'heure, les petites et moyennes capitalisations, on voit quand même, c'est assez dur quand on pèse pratiquement 10% sur l'Europe, sur les small caps. Ce qui est dur, c'est de les voir encore baisser. C'est-à-dire qu'elles baissent de 10%, pourquoi pas, mais je ne sais pas de combien. En fait, elles ne montent plus depuis j'arrive même plus à m'en souvenir. C'est de voir encore ces indices small baisser à Paris et en Europe. Alors, ça tranche avec on a les valos aujourd'hui, le Nasdaq, quoi. Les valos sont revenus sur les niveaux de quasi 2011. Donc voilà, on a gommé quand même pas mal de choses sur les petites et moyennes capitalisations. Nous, on le perçoit aujourd'hui comme une reconstitution de prime de risque sur cette classe d'actifs, puisque aujourd'hui, vous avez des taux plus élevés, c'est des sociétés pour se développer qui ont besoin de se financer, c'est des sociétés qui sont quand même un peu plus endettées que les autres, moins d'accès au crédit aussi que les grandes capitalisations. De facto, une prime de risque qui se reconstitue dessus, donc une liquidité aussi qui est moins parfaite que sur les grandes capitalisation. Donc ces points-là nous font dire que c'est ce qui se passe. C'est la même chose aujourd'hui que sur la zone émergente et notamment sur la Chine, où on peut se dire que c'est difficilement investissable, en tout cas directement sur cette zone-là. Donc il y a plein de choses qui se passent sur cet univers-là. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements dans le marché intrasectoriel et sur certaines classes d'actifs. Ouais. Alexandre, ça fait longtemps qu'on n'a pas posé cette question, mais c'est difficile de savoir si on est en bull ou en bear market. Si on regarde le Nasdaq, alors évidemment, il n'y a pas photo. Le Nasdaq 100, il est encore à plus 35, je crois, depuis le début de l'année. Le Nasdaq Composite doit être à plus 25, mais le Nasdaq 100, il est à plus 35. Et puis, si on regarde le S&P équipondéré, toutes les valeurs ont le même poids, là, c'est du 0, voire du 0-, même peut-être maintenant. Les indices small cap, alors là, c'est peut-être un bear market absolu. Enfin, c'est d'un marché à l'autre. On n'a pas du tout les mêmes indications. Non, mais ça, peut-être qu'il y a un œil qui commence à arriver, qui commence à se retourner vers la Chine un petit peu, peut-être, parce qu'il y a quand même des cycles qui ont été très désynchronisés post-Covid. La Chine a connu une période absolument terrible sur ses marchés, alors que d'autres marchés étaient à la verticale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un œil du côté de la Chine où finalement on se dit, ils ont été en souffrance entre les tours de vis réglementaires, le Covid mal géré, les confinements, etc., les guerres commerciales, la géopolitique. On commence à avoir des tout petits signaux. Alors, ça arrive d'abord par des signaux qui sont négatifs et moins négatifs qu'avant. Ouais. Balance commerciale, l'exportation qui se replie moins qu'avant, les importations qui se replient moins qu'avant. Une appréciation négative. Voilà. C'est toujours le négatif, mais un peu moins mauvais. Et les PMI qui s'améliorent un tout petit peu. Donc est-ce que, et on parle des small, est-ce que l'éclaircie n'aurait pas aussi, pour certaines small un peu exportatrices, si la Chine commence, je ne crois pas à un redémarrage comme ça, parce que ça, c'est ce que le marché a déjà joué, en tout cas en Europe, sur le début de l'année, mais une stabilisation, un bottom un peu large, et est-ce que ça ne peut pas du coup être boué pour certaines valeurs un peu plus peut-être small et ou industriel. C'est vrai qu'on a un mauvais exemple avec Alstom récemment, mais globalement, vous regardez même un indice européen, Stock 600 Industrie ou autre, on en a parlé ensemble, moi je pense que le potentiel de baisse va de plus en plus limiter là-dessus. Ça devient asymétrique là, ce que vous décrivez sur les small caps, sur les industriels, etc. Oui, et il me semble que les industries justement, avec la baisse des matières premières, avec l'ajustement
complètement le retour à la normale des tensions logistiques mondiales. Il n'y en a plus, en gros, les tensions post-Covid ont disparu. Vous avez aussi des pressions sur les salaires qui se font moindres maintenant. Donc ça, c'est un cocktail qui n'est pas mauvais pour les valeurs manufacturières, industrielles. Donc ça peut peut-être commencer à se stabiliser par là et repartir un peu par là. Donc moi, c'est un secteur, effectivement, qu'on est en train de surveiller parce qu'il y a aussi des sacrés décotes depuis quelques temps. Donc bon, ça, voilà. Et même avec une croissance faible sur le plan macro, vous dites la décote de valorisation ou la valorisation de ces secteurs aujourd'hui peut justifier quand même une réappréciation des... oui, et puis surtout, c'est les signaux en amont. Un re-rating, comme on dit. C'est les signaux en amont. Encore une fois, c'est les signaux en amont qui semblent intéressants. Que les matières premières baissent comme ça, oui, on peut dire elles s'inquiètent pour le cycle, mais comme ça a déjà beaucoup ajusté aussi auparavant sur les valeurs chinoises ou autres, et même européennes il y a assez de temps, et allemandes aussi. Regardez le DAX, par exemple, je vais m'arrêter là-dessus. Le DAX, il est archi résilient, alors que c'est typiquement l'indice valeur industrielle tourné vers la Chine et l'Europe. Et pourtant, regardez, après ce rallye monstrueux, il reste à ranger dans ces 25% supérieurs. Donc, si vous le lâchez avec un PMI à 39, il aurait dû le faire depuis un bout de temps. S'il ne le fait pas, c'est que probablement on commence à se tourner un petit peu vers peut-être le petit redémarrage très progressif de la Chine dans les mois à venir. Benoît, qu'est-ce qui vous marque? Comment vous lisez le marché action aujourd'hui? Enfin, les marchés actions. Il y a un point sur lequel je veux bien vous entendre. Aux États-Unis, le style croissance emporte tout. Du fait de quelques boîtes. En Europe, on a une sous-performance des valeurs de croissance aux 3/4 de cette année 2023. Mais effectivement, et cette polarisation très importante au sein des marchés entre différents segments, on avait toujours l'habitude d'opposer Wall Street et Main Street, mais on voit qu'au sein de Wall Street, il y a plein de choses très, très, très divergentes. On le voit avec les small mid, on le voit aussi à travers les valeurs de croissance américaines versus européennes. En réalité, ça reflète un questionnement, puisque c'est assez extrême, probablement un questionnement sur un véritable changement de régime. C'est-à-dire, est-ce qu'on change de régime en termes de liquidité? Est-ce que, durablement, on va avoir des taux plus élevés, un accès à la liquidité qui est un peu plus cher, plus compliqué, etc. De plus en plus de facteurs s'accumulent allant dans ce sens, pour dire les choses. Non, c'est pas encore une conclusion définitive. Oui, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour mais ça se reflète notamment à travers la prime de risque des marchés actions. Si vous regardez aux États-Unis, la prime de risque, on n'en a plus là. Elle est à zéro. Ouais. Aujourd'hui, elle est à zéro. Donc, c'est-à-dire que, voilà, nous, dans ces conditions, détenir directement des actions alors que vous êtes plus rémunéré par rapport au taux sans risque, ça appelle quand même à une relative prudence. Et effectivement, cette distorsion, elle s'explique d'un point de vue purement micro, c'est-à-dire que les plus grosses sociétés, elles ont pu en plus emprunter, elles sont largement endettées à taux fixe sur des niveaux de taux qui étaient très très faibles. Elles sont extrêmement cash riches et donc placent ce cash à très court terme qui est rémunéré aujourd'hui à plus de 4%. Ce que n'ont pas le luxe de faire les small mid-cap notamment. Et on retrouve ça un peu partout au sein des valeurs de croissance. Effectivement, aux États-Unis, la tech pèse très lourd, c'est très cash riche. Les 5 GAFAM pèsent 20% de la market cap du S&P 500, mais elles détiennent 30% de la liquidité court terme. Ce qui veut dire que cette rémunération, c'est quasiment des SICAV monétaires, quoi. Cette rémunération, c'est une contribution importante au résultat, ce qui n'est pas le cas du reste de la cote. Et c'est pour ça que vous avez une telle divergence où, aux États-Unis, les valeurs de croissance, du fait de ces boîtes de tech favorisées par cette liquidité, elles surperforment de 30% la value, alors que c'est l'inverse, ça sous-performe la croissance par rapport à la value en Europe. Voilà, pour moi, ça reflète, on est à un moment où on n'est pas tous égaux face à l'accès à la liquidité. Il y a des possibilités de changement de régime qui sont reflétées à travers ces extrêmes de marché. Tant qu'on n'aura pas la certitude qu'on a changé de régime, je ne suis pas sûr que ça restera comme ça. Si on n'anticipe pas un changement de régime, il y aura un moment un phénomène de retour à la moyenne. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend des résultats? Parce que ça va être la période clé, là, avec les résultats du troisième trimestre. LVMH la semaine prochaine, je crois, mardi, c'est ça. Et puis les banques américaines vendredi prochain qui ouvriront le bal. Ça va permettre de redonner peut-être un peu de consistance ou de crédibilité ou de légitimité aux valorisations de marché avec les nouvelles publications de bénéfices par action et puis les perspectives que les entreprises voudront bien donner aux analystes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même bien. Depuis 2 mois, depuis les publications du premier semestre, on a des révisions haussières des BPA, que ce soit aux États-Unis, en zone économique européenne. Aux États-Unis, on attend une croissance des IPS aux alentours de 6% pour cette année, 12% l'année prochaine. En zone économique européenne, on est neutre. À 0% cette année, à 6%. Donc le schéma semble quand même assez sympa en termes de publication et de potentiel de publication. On n'attend pas de mauvais messages sur le T3, enfin, en tout cas de mauvais résultats sur le T3. Par contre, ce qui va être important, ça va être un petit peu comment ils vont guider pour la fin d'année. Enfin, clairement, on le voit aujourd'hui sur quelques pans de la cote. On l'a vu avec des petits accidents un lundi à Saint-Gobain
où on a quand même une baisse assez importante sur le marché. On a Puma hier. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui les IR qui communiquent souvent avec... Donc Investor Relation, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Puma ? J'ai pas vu. Qui communiquent beaucoup donc avec les sell side, et ils disent ils revoient un petit peu à la baisse leurs attentes. Aujourd'hui, on pilote les anticipations là en vue de la période de résultats. Mais ça touche un pan de la cote. LVMH, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que le marché reprend un petit peu ? Est-ce que l'Amérique du Nord tient, notamment sur la partie spiritueux qui avait été quand même un peu accidentogène sur le T2, et on va voir un petit peu sur toute la partie sur la partie bancaire qui a des révisions assez impressionnantes depuis le début de l'année, et les majors pétrolières qui ont pour le coup des révisions assez importantes à la baisse de pratiquement 20%. Et on va voir ce que ça donne, parce que pour le coup les barils de pétrole à remonter, des marges de raffinage vont revenir quand même de façon assez intéressante. Vous l'avez vu, un Total qui a fait peut-être, en termes de communication, c'était peut-être pas génial, mais en tout cas a annoncé des programmes de rachat bien plus importants que c'était attendu. On était à 2, on passe à 8 milliards. Donc c'est quand même assez important, et c'est des valeurs qui nous intéressent, et on va voir un petit peu la livraison de publications sur cette typologie de valeurs. Le luxe, là, il faut faire attention, graphiquement parlant, techniquement parlant, ou pas, Alexandre ? Le risque, si on devait chercher un point un peu extrême, ce serait la zone des 600. Ça va faire le point de départ d'une des vagues du rallye sur la réouverture de la Chine, où on a vraiment jailli à cet endroit-là. Donc le risque un peu extrême, c'est 600, et ça donnerait justement probablement, si on allait chercher ce niveau-là, qui n'est pas impossible, ça pourrait valoir aussi un Hermès qui se rapprocherait des zones plus proches de 2005, ce qui ne serait pas dingue non plus. Ça voudrait dire un cas qui irait revisiter probablement ses plus bas de mars lors du stress bancaire américain, vers 6008, peut-être un peu en dessous. Mais ce qu'on a vu ensemble, c'est que après il y a une densité de zones techniques. Et puis après, il y a les niveaux de valorisation aussi, parce que finalement, le CAC, les multiples ont quand même pas mal dégrossi. On est à plus de 15 fois après le rallye du début d'année. On est sous les 13 fois maintenant. Si on commence à lâcher vers 6008, 6007, ce qui n'est pas impossible, vous commencez à taper des valos en dessous de 12 fois. C'est-à-dire, on est sur des moyennes. J'ai pas regardé pour l'Europe exactement, mais pour les États-Unis, ça correspond, on revient sur la moyenne 10 ans. Donc en Europe, à un moment donné, on n'y est pas loin non plus. C'est pas. Autant il y a du cash effectivement à côté à 4%, mais vous avez quand même des trous d'air de 20 à 30% sur du luxe. Enfin, je ne sais pas Jérôme, je pense qu'il y a intérêt qui commence à grandir. Oui, je comprends. Hier, c'était un gérant pour le coup, donc sur Rémi Cointreau, on peut en parler avec vous, et il me disait à moins de 20 sur le PE de Rémi Cointreau pour les estimés de 2023, c'est une fois dans la vie que vous voyez Rémi Cointreau à moins de 20 de PE. Vous confirmez ? On regardait hier, ça tournait, on regardait tous, on a tous vu cette info, on regardait sur 5 ans, donc on est toujours au-dessus, sur 10 ans on est toujours au-dessus, mais sur la moyenne historique de 20 ans, on retombe à 20 fois de PE. Donc en gros, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une opportunité importante, en tout cas, à regarder. En tout cas, c'est des dossiers qu'on redécouvre, qu'on réouvre avec plaisir, et de voir aujourd'hui quand vous avez une baisse de pratiquement 30% du point haut d'avril, clairement, post-publi T1, à aujourd'hui, de voir un petit peu ce que ça donne, et les valorisations, comme vous le dites, sur Rémi, qui est quand même, en termes de croissance et en termes de niveau de marge, la darling sur la partie spiritueux. Le point à souligner, ça va être la publication, je crois qu'il est le 24 octobre, ça va être voir un petit peu le message qui va être donné, et quand même un peu tous peur qu'il y ait un profit warning sur Rémi, et c'est ça qu'il va falloir regarder et surveiller. Donc on ne touchera pas au dossier avant la publication pour en savoir un peu plus, mais à titre d'exemple, le consensus attend une décroissance du chiffre d'affaires à moins 4% et une décroissance de l'EBIT à moins 33%. C'est le consensus, et l'espace, l'intervalle, l'écart type est assez important. Donc on regarde, on reprend le dossier en main, et de suivre un petit peu la publication. C'est dans la watchlist, quoi. Oui, bien sûr. Rémi, Pernod, Digeo, et après d'autres aux États-Unis aussi qui sont intéressantes. Vous avez évoqué le secteur des staples tout à l'heure. Alors si on peut regarder ce qui se passe au-delà de Rémi Cointreau, mais le secteur food and beverage, comme on dit, là on a vu, alors c'est pas un secteur qui fait formidablement bien cette année, pour dire les choses, mais on a vu tout au long de la semaine Coca, Pepsi, c'était des baisses marquées hier, Nestlé, Lindt en Suisse, etc., qui baissent fort encore aujourd'hui, parce que la lutte contre l'obésité est peut-être en train de changer de dimension. En tout cas, c'est le lien que moi je veux bien faire, que certains analystes font aujourd'hui. On a beaucoup raconté l'histoire des nouveaux traitements contre l'obésité, Novo Nordisk étant un groupe fer de lance sur le sujet. C'est une histoire qu'on a beaucoup racontée, et
il s'avère que les gens sous traitement aujourd'hui de Wegovy ou d'Ozempic, au-delà de l'effet satiété que ça procure, perdent du poids, ont peut-être moins de risques d'accident cardiaque demain et peut-être, en fonction des études à venir, moins de risques de comorbidité liées à l'obésité. Ces gens-là, nous disait hier le patron de Walmart, ils achètent moins de cochonneries. Exactement. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas le patron de Walmart qui l'a dit, évidemment. Et donc, il y a tout le secteur qui est en train de stresser sur cette histoire, mais qui est peut-être une révolution majeure. Tout à fait. Clairement, aujourd'hui, le CEO de Walmart a dit, il n'a pas dit sur les mêmes mots, mais voilà, ils sont à la recherche de baisse du panier moyen en termes de calories. Clairement, donc c'est cela. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est assez simple, c'est que vous avez donc une croissance des médicaments de Novo Nordisk, Ozempic, pour les raisons que vous avez dites, une croissance de 200% sur les 2 dernières années. Ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, ce que Walmart a dit, c'est une baisse du panier moyen aujourd'hui dans les magasins Walmart, parce que beaucoup... Pour les gens sous traitement, et on parle bien de la population qui est sous traitement et qui suit ces traitements. C'est des traitements qui permettent de traiter l'obésité comme une maladie chronique. C'est pas les coupes-fins d'il y a encore quelques années. On parle d'Ozempic, Wegovy. Voilà, c'est ça monte. C'est une nouvelle classe de traitement qui est en train d'arriver sur le marché là. Donc baisse, sont la recherche de baisse de calories. On a des baisses aujourd'hui de vente marquées sur les produits comme PepsiCo, Coca, Nestlé, toutes ces marques-là. Ça c'est impressionnant et c'est pour nous, en tout cas on constate que c'est un début de changement de tendance et on n'en est qu'au début de l'histoire. Et quand on voit le parcours boursier aussi, donc on a la sortie et l'annonce de Novo Nordisk fin juillet et c'est là où on a toutes les staples, les Coca, les Pepsi qui perdent quasi 100%. C'est ça. C'est un peu comme l'IA, ChatGPT qui sort, boum, toutes les boîtes de services informatiques qui commencent à se casser la gueule parce qu'ils se disent que le code ça se fera tout seul, etc. Non mais c'est exactement le même phénomène. Donc, cette tendance de consommation est peut-être plus prenante, en tout cas, et plus compréhensible, en tout cas en l'état actuel pour les marchés financiers, pour nous gérants en termes d'aborder un cas d'investissement sur cette thématique-là. Et c'est des groupes qui sont prêts à la révolution de la lutte contre l'obésité. Ils ont tous des gammes d'ailleurs, j'imagine. C'est le côté malbouffe, ça fait un moment qu'ils traitent le sujet. Mais visiblement, le marché estime qu'il faut mettre une prime de risque sur le sucre et les calories. Vous l'avez vu, Coca l'a fait. Donc vous avez vu Coca Rouge, Light, dessus. Mais après, est-ce qu'on a les bienfaits Les études encore ne sont pas forcément très avancées. Mais oui, ils ont fait le travail. Mais pour lutter contre ça, ça va quand même être très difficile, je pense. Et aujourd'hui, on le voit quand on a une Nestlé qui passe sous les 100 francs suisses. C'est quand même un message important qui est lancé à la communauté. C'est qu'il y a une pression, Exactement. Et ça donne de l'intérêt au cas d'investissement sur la base de ces valorisations-là ou c'était devenu très cher quand même. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les staples sont traités pratiquement à 29 fois. C'était plus cher que les GAFAM. Aujourd'hui, on est revenu à 24 fois sur les Pepsi, sur les Coca. McDo n'a pas trop bougé sur l'annoncière, donc c'est pas toujours, c'est pas encore bon marché malgré une baisse de 16% sur les marchés. En tout cas, en termes de traitement, de valorisation et l'observation que l'on fait à l'état actuel, à contrario de certains acteurs en zone économique européenne. Moi, le sujet me passionne. Non, mais il y a des signaux faibles d'une révolution. Alors, on parle beaucoup de l'IA, de la productivité, etc. Non, mais c'est exact. Et c'est même peut-être plus. Un Américain sur 2 qui est en situation d'obésité morbide au sens médical du terme, 70% surpoids. Tous ces chiffres sont connus. C'est une tendance lourde et qui même semble se développer dans des pays émergents. Le Mexique est touché par l'obésité énormément. La Chine peut-être demain, etc. Ça pose des questions pour le marché du travail, la population active et laminée par des questions de santé aux États-Unis depuis des années. Si ça génère justement des mouvements de marché comme ça, c'est qu'il y a effectivement un potentiel. Alors le lien est compliqué. C'est vrai qu'on fait une corrélation là entre la baisse des cours de bourse, les déclarations du patron de Walmart. C'est vrai que c'est difficile de quantifier quelle est la prime de risque sur le sucre que le marché est en train de mettre. Mais il y a un signal un peu faible, je trouve, derrière ça. On peut raccrocher ça à tout notre discours macro sur le marché du travail, etc. C'est un peu comme l'intelligence artificielle et l'impact que ça peut avoir sur les gains de productivité. Tout le monde pense maintenant qu'à cause du vieillissement, on aura moins de travailleurs, une population en âge de travailler moins importante, et donc du coup, des pénuries, etc. Si on arrive à faire une meilleure productivité grâce à l'intelligence artificielle et on a une force de travail en meilleure santé grâce à ce type de choses, ça a un réel impact en réalité sur des équilibres macro. Donc s'il y a de tels mouvements de marché, c'est que probablement le marché y voit quelque chose qui est absolument pas négligeable sur des équilibres qui peuvent être importants.
Bon, quelle attitude on adopte pour investir aujourd'hui, garder la parole, Benoît, puis tour de table Nous, d'un point de vue, je dirais, stratégique, on est toujours relativement prudent parce qu'on pense que la vraie histoire, c'est le freinage substantiel nécessaire de l'économie pour rétablir l'équilibre des prix. Après, c'est vrai que d'un point de vue purement tactique, on peut entrevoir un peu de stabilisation. Les indices actions sont 8% plus bas par rapport aux points hauts qui ont été faits récemment. Paradoxalement, sous l'effet d'un news flow macro qui n'est pas génial. Enfin, la problématique du shutdown, la reprise de paiement aux États-Unis sur les prêts étudiants, qui n'est pas négligeable, ça pourrait coûter 0,2 points de PIB. Le shutdown, on estime que c'est 0,1, 0,2 points de PIB par semaine de shutdown, donc on peut imaginer que ce n'est pas négligeable. Cet environnement-là peut paradoxalement calmer les hausses de taux, ce qui pourrait plaire justement d'un point de vue transitoire au marché action. Après, au-delà de ça, effectivement, d'un point de vue plus stratégique, on reste relativement prudent. Ouais. Pour cette raison où c'est difficile d'éviter prime de risque sur les actions aujourd'hui aux États-Unis, c'est zéro. Voilà, il y a quand même pour nous risques et périls, quoi. C'est ça veut dire exposé au marché action alors qu'il y a un freinage économique du cycle devant nous pour zéro prime par rapport au taux sans risque, c'est quand même compliqué. Alexandre. Je rebondis sur le propos de Benoît. C'est vrai que, et tout à l'heure, on parle de la courbe de taux avec cette repontification. C'est vrai que si on anticipe des chiffres moins bons sur la consommation et des datas qui, espérons-le pour la Fed aussi, soient un peu plus cool d'ici la fin de l'année, il y a l'aspect dollar qu'il faut surveiller de près parce que le dollar, il y a eu deux grosses phases. Toute l'année dernière, c'était le rallye monstrueux du dollar, valeur refuge, risk-off, etc. Plus faiblesse de l'euro, faiblesse de la Chine. Donc, pour moi, le pic force dollar, il était sur le point bas fait de l'euro-dollar à 0,95, qui correspond au point bas des marchés actions, etc. Rebond derrière, un peu trop fort, l'Europe qui faiblit ensuite, PMI, etc., qui commence à se contracter. Mais pour revoir les 0,95, il va falloir des choses en province des États-Unis encore plus costauds que ce qu'on a eu cet après-midi. Ça paraît peu probable. Toute chose égale par ailleurs, vous dites la parité, pour l'instant, c'est pas un objectif qu'il faut se fixer aujourd'hui en termes d'investissement. Si on y allait, ce serait vraiment une capitulation de l'euro-dollar à la baisse avant de repartir un peu. Et donc, on va surveiller ça aussi pour l'aspect un peu émergent, tous ces actifs-là, parce que vous regardez les indices, MSCI, Emerging Market ou autres, ils sont en plus sur des très gros niveaux techniques. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect technique qui commence à rentrer en compte. Si la Chine se stabilise un peu, que le dollar faiblit un peu, il peut y avoir des trucs sympas, commence à lorgner sur les émergents, et puis aussi sur l'aspect, on voit, tiens, aujourd'hui, par exemple, les métaux, l'argent rebondit un peu, l'or rebondit un peu, malgré un gros chiffre, et ça, on voit que c'est parce que les taux courts, notamment, ont pas trop, sont retombés, que derrière, ça repart un peu sur les métaux. Donc peut-être que le dollar commence à avoir une zone un petit peu pivot, et ça, c'est à surveiller, je pense. Ouais, on n'a pas refait de top sur le dollar, là, je crois, sur cette journée. Pour conclure avec vous sur la philosophie d'investissement aujourd'hui, pour vous, Arnaud. Sur un mandat équilibré, aujourd'hui, on est neutre action, on est surpondéré sur la partie monétaire, on est surtout sur du short duration, et on ne touche pas trop à yield, on le voit, les spreads, ils n'ont pas... Ça a commencé à se réécarter un peu quand même. Ouais, un petit peu. Voilà, aujourd'hui, c'est cher. Aujourd'hui, vous avez un rendement à 5,5, vous avez du monétaire à 4. C'est ça. Alors, le couple rendement des risques n'est pas là, donc après des opportunités sur le stock picking. Comme je pense qu'on aura les opportunités. Avec les résultats qui arrivent, oui, bien sûr. Tout à fait. On verra la dispersion que ça peut générer, la séquence de publication qui commence la semaine prochaine. LVMH mardi soir, et puis les banques américaines vendredi prochain. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Benoît Pelloual avec nous, CIO de Natixis Wealth Management, Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management, et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG.